Imaginez un homme dont la simple apparence glaçait le sang de ses ennemis. Une longue barbe, un turban et un regard qui promettait la mort. On l'appelait le sergent Phénix, mais son vrai nom était René Velázquez Valenzuela. Cet homme était l'un des tueurs les plus redoutés du cartel de Sinaloa, une légende vivante dans l'univers impitoyable du narcotrafic mexicain. Mais comment un simple chauffeur routier de Sinaloa est-il devenu l'une des figures les plus terrifiantes du crime organisé? Pourquoi se faisait-il appeler Phénix? Et surtout, comment cette histoire s'est-elle terminée dans un bain de sang face à la marine mexicaine? L'histoire de René Velázquez commence de manière tout à fait banale. Né dans l'état de Sinaloa, il menait une existence ordinaire de camionneur, transportant des marchandises sur les routes poussiéreuses du Mexique. Rien ne laissait présager qu'il deviendrait un jour l'un des sicaires les plus craints de tout le pays. Pourtant, quelque part entre 2005 et 2008, sa vie bascula complètement. Ce qui frappait d'abord chez Velázquez, c'était son apparence délibérément intimidante. Il cultivait une image publique terrifiante. Une barbe longue et fournie, le crâne rasé, et souvent coiffé d'un turban qui lui donnait des allures de combattant taliban. Cette ressemblance n'était pas accidentelle. Il posait régulièrement devant des portraits d'Oussama Ben Laden, créant une persona calculée pour inspirer la peur. Ses surnoms reflétaient cette image. Le chat noir, le Ben Laden mexicain, le taliban, et bien sûr, le sergent Phénix. Mais pourquoi cette fascination pour la figure de Ben Laden? Dans l'univers brutal du narcotrafic mexicain, le leader d'Al-Qaïda représentait quelque chose de puissant. L'incarnation du défi absolu face aux superpuissances, la volonté inébranlable, le pouvoir de terroriser le monde entier. Pour les sicaires comme Velázquez, s'associer à cette image était un moyen de projeter une aura d'invincibilité, un message clair. Nous sommes aussi dangereux que ceux qui ont défié l'Amérique. Son recrutement par Los Anthrax en 2008 marqua le véritable début de sa carrière criminelle. Cette période était cruciale pour le cartel de Sinaloa. Les Anthrax venaient tout juste de se former après la rupture entre l'organisation de Sinaloa et le cartel des frères Beltrán-Leiva. C'était un moment de restructuration intense, où de nouveaux leaders émergeaient et où la violence atteignait des sommets inégalés. L'ascension de Velázquez fut fulgurante. Ses compétences au combat, sa loyauté aveugle et sa capacité à inspirer la terreur lui valurent rapidement la confiance des dirigeants. Dans ce monde où seule la violence compte, il excellait. Son efficacité légendaire sur le terrain lui permit de gravir les échelons à une vitesse stupéfiante. Sa première mission importante consistait à établir un réseau d'éclaireurs dans la municipalité de Culiacán. Ces hommes avaient pour tâche de surveiller les mouvements des forces de l'ordre et de repérer les incursions de cartels rivaux. Cette responsabilité lui fut confiée après l'arrestation de Vicente Zambada Niebla, surnommé El Vicentillo, en 2009. Cette tâche, bien que semblant simple, était stratégiquement cruciale et témoignait de la confiance accordée au jeune sicaire. Mais c'est sa promotion suivante qui révéla véritablement son importance au sein de l'organisation. Velázquez fut choisi pour assurer la protection de 3 fils d'Ismaël Zambada, l'un des leaders les plus puissants du cartel de Sinaloa. Protéger Ismaël Zambada Impérial, Ismaël Zambada Siqueiro et Vicente Zambada Niebla n'était pas une tâche confiée au premier venu. Cela signifiait qu'il était désormais considéré comme un membre de confiance absolue. Sa réputation dans le milieu criminel se forgea non seulement par son efficacité, mais aussi par la manière distinctive et brutale dont il éliminait ses cibles. Ses méthodes d'exécution étaient si particulières qu'elles devinrent sa signature. Cette violence extrême n'était pas gratuite. Elle servait un objectif psychologique précis, terroriser les ennemis et décourager toute résistance. La narcoculture contribua grandement à sa légende. Des narcocorridos, ces ballades qui célèbrent les exploits des criminels, racontaient ces hauts faits. Ces chansons ne faisaient pas que divertir. Elles construisaient un mythe, une image de terreur qui précédait Velázquez partout où il allait. Cette réputation n'était pas qu'une vanité personnelle, c'était une arme psychologique redoutable. Le 25 février 2008, Velázquez connut son premier affrontement majeur avec les autorités. À Culiacán, il ouvrit le feu sur une unité de l'armée mexicaine, déclenchant un violent échange de tirs. Cette fusillade n'était pas accidentelle. Les enquêteurs soupçonnent qu'il créa délibérément cette diversion pour permettre à son chef, José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias El Chino Anthrax, de s'échapper. Ce geste d'abnégation totale illustrait parfaitement la loyauté aveugle qui caractérisait les membres des Anthrax. Velázquez fut arrêté avec son frère José Fidel et 2 complices. Les autorités découvrirent sur lui un véritable arsenal. Une Kalachnikov, une grenade de 40 mm, un pistolet de 5,7 par 28 mm et 17 grammes de marijuana. Lors de son arrestation, Velázquez dénonça les brutalités policières, affirmant que les soldats avaient continué à tirer même après sa reddition, qu'il avait été frappé et battu. L'armée nia ces accusations,
mais l'épisode révélait la violence extrême qui caractérisait ces confrontations. Incarcéré à la prison d'Aguaruto, une facility de faible sécurité à Culiacán, Velázquez fut condamné le 26 avril 2011 pour possession illégale d'armes et de drogue. Sa peine initiale de 8 ans, 10 mois et 3 jours fut réduite en appel à 6 ans, 10 mois et 3 jours. Ses avocats tentèrent encore de faire diminuer cette sentence, mais sans succès pour lui, contrairement à ses complices. Le 22 août 2014, la juge Alba Lorena Galaviz Ramirez ordonna sa libération. La défense invoqua l'article 84 du Code pénal fédéral mexicain, permettant la libération après avoir purgé les 2/3 de la peine. Les conditions étaient simples: passer un test de personnalité, démontrer sa bonne conduite et accepter de réparer les dommages causés. Velázquez déclara même au procureur qu'il comptait travailler comme livreur. Mais cette promesse de réinsertion n'était qu'une mascarade. Dès sa sortie de prison, Velázquez réintégra immédiatement les rangs des Anthrax, cette fois comme numéro 2 de l'organisation. Cette promotion était d'autant plus significative que Tel Chino Anthrax avait été arrêté fin 2013, laissant un vide au sommet de la hiérarchie. Cette réintégration fulgurante révélait les failles béantes du système judiciaire mexicain face aux membres de haut rang des cartels. Comment un homme condamné pour trafic d'armes et possession de drogue pouvait-il retrouver si facilement sa place dans l'organisation criminelle? Cette question soulignait l'inefficacité dramatique des tentatives de réhabilitation. L'épilogue de cette histoire sanglante se déroula le 30 octobre 2016. Ce jour-là, l'armée mexicaine reçut un signalement d'hommes armés dans un village de la municipalité de Culiacán. En route vers ce signalement, les soldats entendirent des coups de feu près de la 9e zone militaire et dévièrent leur trajectoire vers la ville. Environ 70 soldats répartis dans 15 véhicules, appuyés par 2 blindés, convergèrent vers le quartier de Las Quintas. Là, ils découvrirent plusieurs leaders des Anthrax, dont Velázquez, réunis dans une maison pour ce qui semblait être une réunion stratégique importante. Quand les criminels réalisèrent la présence massive des forces de l'ordre, la panique s'empara d'eux. Certains tentèrent de fuir en voiture ou en courant sur les toits, semant la terreur parmi les habitants du quartier. Mais Velázquez et quelques autres pistoleros firent un choix différent. Ils décidèrent de rester et d'affronter directement l'armée. Cette décision reflétait parfaitement la nature agressive et confrontationnelle qui caractérisait les Anthrax. Plutôt que de fuir, ils choisirent de livrer bataille, transformant le quartier résidentiel en champ de guerre. L'affrontement fut bref mais intense. Quand la fumée se dissipa, René Velázquez Valenzuela gisait mort, criblé de balles à l'intérieur d'une Toyota Tacoma blindée rouge. Avec lui périrent 2 autres leaders présumés des Anthrax, portant un coup sévère au leadership du groupe. Ainsi se terminait l'odyssée sanglante du sergent Phoenix. Cet homme qui avait terrorisé ses ennemis, inspiré la peur dans tout Sinaloa et défié ouvertement l'autorité de l'État, finissait par succomber dans un échange de tirs avec l'armée qu'il avait si souvent nargué. L'héritage de Velázquez demeure ambigu. Était-il un symbole de loyauté et de discipline dans un monde de trahison constante? Ou n'était-il qu'un rouage de plus dans la machine de violence implacable du narcotrafic? Sa mort marquait-elle la fin d'une époque ou simplement le passage de relais à une nouvelle génération de criminels tout aussi impitoyables? Une chose est certaine, contrairement aux narcotrafiquants d'aujourd'hui obsédés par les réseaux sociaux et la célébrité, le sergent Phoenix n'a jamais cherché les likes ou la gloire médiatique. Il ne voulait qu'une chose, l'obéissance et les résultats. Dans un monde où l'image compte souvent plus que la substance, cette approche paraît presque anachronique. Son histoire nous rappelle que derrière les légendes urbaines et les narcocorridos se cachent des réalités brutales, des vies brisées et une violence qui continue de gangrener le Mexique. Le sergent Phoenix n'était pas un héros, mais il était indéniablement une figure marquante de son époque, un homme qui a incarné toute la sauvagerie et la complexité du monde criminel mexicain.